j'ai pris sur moi et tout seul la décision de démissionner parce que je crois que le pouvoir n'est pas un apanage personnel, mais un service d'État. Et que l'on ne doit pas s'y accrocher envers et contre tout. Amadou Ahidjo, à Paris, le 5 mars 1984, après sa démission. Parlons-en. Ce 4 novembre 1982, 58 ans, après 22 ans passés au pouvoir, Ahidjo décide de quitter la présidence de la République. Discours historique. Il était à peu près 20h20 lorsqu'on entendit ceci au poste national de la CRTV. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. Cette décision prendra effet le samedi 6 novembre 1982 à 10h. Dans cette circonstance capitale, je voudrais du fond du cœur remercier toutes celles et tous ceux qui, depuis bientôt 25 ans, ont accordé leur confiance et apporté leur aide dans l'accomplissement de notre tâche à la tête de l'État. J'invite toutes les Camerounaises et tous les Camerounais à accorder sans réserve leur confiance et à apporter un concours à mon successeur constitutionnel, M. Paul Biya. Il mérite la confiance de tous à l'intérieur et à l'extérieur. Je vous exhorte à demeurer un peuple uni, patriote, travailleur, digne et respecté. Je prie Dieu Tout-Puissant, afin qu'il continue à assurer au peuple camerounais la protection et l'aide nécessaire à son développement dans la paix, l'unité et la justice. Vive le Cameroun! Malgré le sang nasillard, ceux qui n'avaient pas eu la possibilité d'écouter la voix de cet homme, certes qualifié de dictateur, mais qui a eu l'honneur de quitter le pouvoir sans pour autant être ridicule, pour finalement laisser la place à Paul Biya. L'histoire de cet homme n'est pas racontée dans nos livres d'histoire, dans nos écoles. Et souvent, l'histoire est déformée parce que parfois, on lui a assigné, on lui a donné toutes sortes de mots. On l'a accusé de tout. Et puisqu'il ne pouvait pas se défendre, il a été présenté comme un monstre. Certes, Amadou Ahidjo n'a jamais été saint.
Mais, tout au moins, il a réussi une chose, quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Le premier à le faire, c'était un grand homme au Sénégal, Senghor, en 1980, lorsqu'il passe la main à son premier ministre, Abdou Diouf. D'aucuns diront que c'est parce que Ahidjo avait vu ces gestes qu'il avait aussi décidé de limiter et de passer la main à Paul Biya. Ce n'est pas tout à fait vrai, puisque les derniers événements, avant qu'Ahidjo ne quitte le pouvoir, montrent qu'il avait méticuleusement préparé sa sortie. Amadou Ahidjo se rend en France le 29 octobre 1982. François Mitterrand est déjà président de la République. Il va à Grasse pour se soigner parce qu'il était fatigué, surmené, et selon son épouse Germaine Ahidjo, il avait parfois quelques pertes de mémoire. Sortant de l'hôpital, il va recevoir Monsieur Afrique de François Mitterrand, le socialiste Guy Pen. C'est Guy Pen qui va s'entretenir avec lui. Ahidjo n'a jamais voulu donner la totalité de leur conversation livrée, même à son épouse, ce qui s'était passé ce jour-là. Mais toujours est-il que Ahidjo et François Mitterrand ne pouvaient pas s'entendre. Et Guy Le Pen était justement aussi venu le signifier à Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo ne pouvait donc pas accepter le dictat de Mitterrand. C'est ainsi qu'il va rentrer au Cameroun le 3 novembre. 3 novembre 1982. De façon presque clandestine, puisque au pied de l'avion, il ne va pas accepter tout le protocole, à part le secrétaire général à la présidence, qui à l'époque était Samuel Ebois, et le Premier ministre Paul Biya. Après avoir été accueilli, Amadou Ahidjo va convoquer Paul Biya et lui dire « J'ai décidé de démissionner et de te passer la main. Et je voudrais que tu me donnes une réponse le plus tôt possible. » Entre-temps, avant même d'annoncer cela, il avait eu des discussions avec son épouse qui lui avait dit « Pardon, monsieur mon mari, ne fais surtout pas ça. Paul Biya n'est pas un homme qui peut diriger ce pays. C'est un homme sournois et c'est un homme paresseux. » Mais Amadou Ahidjo avait ses raisons. Parce que Amadou Ahidjo hésitait entre Aïssé Mbodor, qui était ministre de l'administration territoriale, et aussi Samuel Ebois. Il trouvait qu'Aïssé Mbodor, représentant le peuple, Ewondo et Betty particulièrement, et aussi Samuel Ebois, qu'ils avaient des élans hégémoniques et voire tribalistes. C'est sur ce qui s'est d'abord appuyé. Et au-delà de ça, Paul Biya a été soutenu par la France. Delphine Tianga et bien sûr, beaucoup d'autres ministres viendront voir Paul Biya, Amadou Ahidjo, pour le supplier de ne pas démissionner.
Ahidjo ne voulait pas entendre quoi que ce soit. Une délégation du Nord, avec des grands ministres, va aussi voir Amadou Ahidjo dans son domicile. Il avait refusé de les voir, de les recevoir, jusqu'à ce qu'il fut convaincu par sa femme, qui lui dit, reçois-les, tu ne sais pas quand même ce qu'ils viendront te dire. Mais lui, il disait, je sais ce qu'ils veulent me dire. Ils veulent me dire de continuer à diriger. Et d'ailleurs, dans la délégation de l'UNC et la délégation aussi du gouvernement, où Paul Biya était là, on avait supplié Amadou Ahidjo de continuer à diriger, quitte à prendre quelques congés. S'ils se sentent fatigués, ils vont faire le boulot. Ahidjo avait dit, je ne voudrais pas tricher avec mon peuple ni avec mon pays. Je voudrais être à 100% pour pouvoir diriger. Et compte tenu du fait que j'ai déjà mis le Cameroun sur des rails, je passe la main à quelqu'un d'autre. Je ne reviens pas sur ma décision. C'est ainsi que Amadou Ahidjo décida donc de quitter non seulement sa fonction de président de la République, mais aussi sa fonction de président de l'UNC, l'Union nationale camerounaise, le parti qu'il avait créé. Il faut savoir que l'UNC n'est qu'une métamorphose de l'UC, l'Union camerounaise, que Amadou Ahidjo avait déjà créé dans les années 55, puisque d'ailleurs il va remplacer Mbida avec ce parti à la tête lorsque Mbida va démissionner, à la tête d'un Cameroun qui n'est pas encore président, mais qui avait déjà quand même Premier ministre. Son parti était prédominant. Et il savait qu'il devait passer la main puisqu'il avait désigné Paul Biya comme vice-président avant l'annonce de sa démission. Dans son discours d'ailleurs, il était noté qu'il disait qu'il démissionne des fonctions de président de la République et de président de l'UNC. D'où ce discours qui un peu cisaillé. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au journal de 20 h, on n'avait plus du temps parce que les ennemis du Nord vont lui dire vous n'allez pas quand même abandonner et le parti et la présidence. Un homme qui n'a jamais rien dirigé. Gardez au moins la main d'abord sur le parti tout en déléguant les pouvoirs. C'est pour cela qu'une partie sera cisaillée du discours d'Amadou Ahidjo où on ne va plus retrouver que j'ai démissionné de mes fonctions de chef de l'État et de chef de parti. D'où l'emploi du pluriel. J'ai décidé de démissionner de mes fonctions de chef d'État. Ahidjo, il était très habile en langue française, bien que n'ayant pas fait des universités, il ne pouvait donc pas dire mes fonctions de chef d'État. C'était ma fonction. Si c'était seulement ce côté-là. Bien évidemment, Amadou Ahidjo, dit-on, a été trompé. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que Amadou Ahidjo passe la main? Première des choses, il faut savoir que Amadou Ahidjo n'était pas dans une santé de fer. Parce que c'est quelqu'un qui aimait son pays, qui ne dormait pas, qui était partout. Et qui, dès la verte jeunesse, avait commencé avec des hautes responsabilités. Ce n'était pas celui-là qui allait se reposer à l'hôtel intercontinental pour boire du champagne. Ce n'était pas celui-là comme Biya qui reste tout simplement là pour faire 10 conseils ministériels. En 41 ans, Ahidjo le faisait tout le temps. Il connaissait ses ministres. Il donnait instruction sur instruction. Il va donc se trouver que, justement, Ahidjo va mener Paul Biya, pas tellement parce que Paul Biya était compétent. C'est là où la France entre en jeu. La France entre en jeu comment?
Parce que Paul Biya étudiait en France et Paul Biya était dans les réseaux au Joula et aussi dans le réseau de Guy Pen. Guy Pen, c'était un franc-maçon. C'est pour ça que Paul Biya est trop ancré dans ces cercles ésotériques. Ojoula était rose-chrétien. Il avait été envoyé par l'évêque de Lille au Cameroun en 1965. Quand il arrive, c'est celui-là qui est le pilier de la France-Afrique. Parce qu'Ojoula est né en 1910 en Algérie. Et après, la France va l'envoyer parce qu'il avait obtenu un doctorat de venir maintenant essayer d'introduire et surtout d'amadouer les nègres en passant par la religion. Il va installer ce qu'on appelle la fondation médicale à Douchan. Mais entre-temps, il entre en politique puisque d'ailleurs, il va siéger à l'Assemblée législative du Cameroun. Que ce soit en 1948, il était déjà là. D'ailleurs, il sera lui-même à député au Cameroun français dans l'Assemblée territoriale en 1955. À 2 reprises d'ailleurs, il le sera. Et c'est là où il va profiter pour commencer à fabriquer certaines élites qui doivent combattre l'UPC. L'UPC qui était un parti qui voulait bel et bien l'indépendance du Cameroun. Paul Biya, lui, il était en France. Il n'avait jamais pris part à une lutte de libération. Bien au contraire, il ne voulait pas l'indépendance. Et pendant ce temps, il était sponsorisé lorsque, justement, ce type-là rentre. C'est-à-dire le docteur Paul Ojoula. L'homme qui a implanté dans les églises, dans l'église catholique, ce qu'on peut appeler aujourd'hui le recto verso, la marche arrière. Les multiples crimes ou même les abus sexuels qui ont été faits, souvent dans des petits séminaires, dans le séminaire et tout, portent la marque du docteur Louis-Paul Ojoula. Et d'ailleurs, Paul Biya, ancien séminariste, va se retrouver lui-même dans ces réseaux où finalement il sera renvoyé du séminaire. Je ne vais pas revenir sur cette politique et ses acrobaties marche arrière, mais je continue. Lorsqu'il arrive en France, il va donc retrouver l'un de ces acteurs de cette dépravation de mœurs dans des établissements de la pédophilie et tout, de la pédérastie et tout ce qui peut être négatif, qui va le sponsoriser. Un du haut pouvoir. Maintenant, Biya doit rentrer. On fait qu'il rentre avec une note signée du docteur Louis-Paul Ojoula en 1962. Voilà comment Ahidjo reçoit des instructions de la France, donc du docteur Louis-Paul Ojoula. C'est le docteur Louis-Paul Ojoula qui fait donc Ahidjo nomme directement Paul Biya conseiller à la présidence de la République. Imaginez, quelqu'un n'a jamais fait politique, il arrive comme ça au Cameroun, il n'est pas dans un parti et il devient conseiller. Mais cependant, il est incompétent. Et c'est pour ça que Ahidjo le renvoie au ministère de l'Éducation où il devient maintenant directeur du cabinet de Teki Mboumoua. D'ailleurs, Paul Biya, quand il va devenir lui-même président de la République, il va humilier Teki Mboumoua. Étant là-bas, Ahidjo, sous la pression de la France, va faire que Biya monte progressivement. Directeur du cabinet, secrétaire général à la présidence, et puis devient ministre d'État, secrétaire général à la présidence. Avant d'être maintenant promu Premier ministre en 1975. Mais ça ne s'arrête pas là. Ahidjo va modifier la Constitution. Parce que la
constitution du Cameroun disait que, en cas de vacance du pouvoir, de démission du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale. Biya n'avait jamais été élu nulle part. C'est donc à partir de là que Ahidjo va créer une loi pour que Biya soit son successeur constitutionnel, donc le Premier ministre. Ahidjo a donc pris du temps pour essayer de préparer cela. Et d'ailleurs, une note des services américains a été révélée quand Ahidjo sent qu'il est déjà malade. Il va lui-même créer encore une autre loi. En 1979, nous sommes en avril. Et cette loi-là, c'est le décret du 10 avril 1979 portant sur ce qu'on appelle la retraite des chefs d'État et leur pension. Ahidjo y indique que le chef de l'État, s'il démissionne, doit bénéficier d'une pension de 2/3 de son solde, de ce qu'il gagnait souvent, plus sa femme ou les veuves, qui devraient aussi avoir une retraite, et les enfants, une maison de service, ce qui est tout à fait normal, et aussi un personnel. Ça se fait dans tous les États. Ahidjo avait donc programmé ça. Nous sommes là en 1979, c'est-à-dire que Biya sera nommé en 1982. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, la santé d'Ahidjo se dégradait. Et les services américains avaient déjà fait ce qu'on appelle un câble diplomatique. Paris était donc au courant de ce que Ahidjo avait déjà quelques petites difficultés à se rappeler d'un certain nombre de choses. La National Archive, c'est-à-dire qu'on appelle ça NARA, ce n'est pas NASA aux États-Unis, avait d'ailleurs fait un câble. Je crois que c'était en mars 1977 où on parle de Health of President Ahidjo. Ce câble a été retiré des services secrets américains en avril 2011 parce qu'on a dit ça peut porter atteinte à la divulgation des informations de la vie privée. Pourquoi? Parce que dans ce câble, il est noté que Ahidjo est malade et qu'il n'a plus toutes ses capacités, toute sa lucidité parce qu'il avait beaucoup travaillé et qu'il faut déjà préparer son départ. Ahidjo n'était donc pas surpris que ce soit en 1979 qu'il désigne déjà que Biya doit être là. Et il avait déjà pris des dispositions. Or, quand il arrive à Paris, il trouve Guy Pen. Comme j'ai dit, Guy Pen, c'est un franc-maçon. Et il a été désigné par Mitterrand en 1981 comme étant son grand conseiller chargé des affaires d'Afrique jusqu'en 1986. C'est dans ces réseaux qui d'ailleurs, vous allez voir que c'est Paul Biya qui a souvent financé la Rose-Croix, la franc-maçonnerie en France et beaucoup d'autres choses qui ont été faites. C'est donc ce réseau qui a pesé pour que Paul Biya devienne président, d'autant plus que je dis bien que l'UPC accusait Amadou Ahidjo d'avoir joué un sale rôle pour l'exécution de quelques nationalistes et que Mitterrand se disait qu'il voulait quelqu'un de plus neuf, de quelqu'un de beaucoup plus libre, de quelqu'un de plus démocrate, ce qui n'était pas forcément l'image d'Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo quitte donc le pouvoir et il vient pour se soigner. Mais cependant, il garde la tête du parti politique. En septembre
septembre 2013, Biya envoie justement un émissaire avec une lettre pour dire à Ahidjo, il ne regarde même pas que Ahidjo lui a donné le pouvoir et qu'Ahidjo est malade. Il lui dit tout simplement que vous avez promis me passer le parti. D'ici 6 mois, 6 à 8 mois, j'ai déjà attendu, je crois qu'il est temps. Je vous rappelle que Saïd Dioti a créé son parti qu'on appelle l'UC. Saïd Dioti transforme l'UC en UNC en 1966. Biya n'est pas là. Biya n'a jamais été de ce parti. Biya va voler ce parti pour le transformer en RDPC à Bamenda. Quand il envoie donc ça, Ahidjo dit, mais ce n'est pas possible. Mais ce monsieur-là, je lui ai dit que ça ne presse pas. Quand je rentre en septembre, c'est là où nous allons nous asseoir. J'organise un congrès extraordinaire. Ahidjo savait qu'il lui avait déjà passé le pouvoir. Comme d'ailleurs Ahidjo continuait à dire que mais si je ne voulais pas de Paul Biya, il me suffisait tout simplement de le relever chef de l'État, le Premier ministre. Je nommais un des miens. Je nommais n'importe qui. Puisque Paul Biya n'avait jamais été élu. Ahidjo, lui, il a été élu Premier ministre, certes par suffrage universel indirect, parce que c'est les députés qui votaient. Et d'ailleurs, Ahidjo devient président de la République. Ça, c'est des choses qu'on ne dit jamais. Il est élu président de la République par suffrage universel indirect le 5 mai 1960. Parce que le Cameroun devient indépendant le 1er janvier 1960. On ne fête jamais l'indépendance du Cameroun. On préfère fêter le 20 mai. Les choses de Paul Biya, qui a détruit toute l'histoire, c'est le 5 mai que Ahidjo a été élu président à 89 voix contre 99. Ça, c'est l'histoire du Cameroun. Et d'ailleurs, quand Ahidjo démissionne, Ahidjo venait d'être réélu président de la République en 70. Et il avait obtenu 100%. Ah, vous allez rire, oui, c'était à la soviétique, avec une participation de 99,4%. Vous allez dire qu'il n'était donc pas un grand démocrate, mais Paul Biya lui aussi a été élu à 100%, avec une participation de 99,99%. Et puis une deuxième fois, il a encore été élu à 100% avec une participation de 99,7%. Paul Biya n'était donc pas un démocrate. Donc il a suivi les pas d'Amadou Ahidjo, sauf que le pacte, finalement, il l'a rompu en dégageant tout ce qui pouvait être des amis d'Amadou Ahidjo. Tous ceux qui avaient travaillé avec Amadou Ahidjo. Puis qu'est-ce que Biya va faire? Bien évidemment, il va organiser un remaniement le 18 juin 1983. Et c'est là où ça se gâte. Pourquoi? Parce que c'est la France qui lui demande de se débarrasser complètement d'Amadou Ahidjo. Et particulièrement Mitterrand. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever, par exemple, Yissi Mbodo, qui était ministre de l'administration territoriale. Il le remplace avec quelqu'un d'autre qui était là à côté, Fumanakan. Il va enlever quelqu'un qui était aussi ministre de la Défense quand même depuis fort longtemps, Sadou Daoudou. Il avait été ministre de la Défense pendant 18 ans. Bam. Il va nommer un certain Labran. Ahidjo n'est pas au courant et tout, il découvre ça à la radio comme vous et moi et tout ça. Après, c'est lui qui était secrétaire général de la présidence. Samuel Ebois, qui était un homme dynamique, patriote,
il le dégage. Je dois dire que Samuel Eboa avait été remplacé par Mbela Mbappé. Mbela Mbappé. Voilà là où commencent véritablement les problèmes. Entre-temps, Ahidjo est déjà revenu au Cameroun. François Mitterrand, curieusement, dans de ses premiers déplacements, décide de venir asseoir le pouvoir de Paul Biya. Pour que les Camerounais acceptent Paul Biya, Ahidjo allait de département en département, de province en province, pour leur dire, comme dans le discours que vous avez écouté, je vous ai laissé avec Paul Biya. Même s'il n'est pas nordiste, aimez-le, prenez-le, c'est un monsieur dynamique. Accompagnez-le. Il était son grand avocat. Mais le premier geste de Paul Biya était de chercher comment tout récupérer et détruire Amadou Ahidjo. Le 5 juin 1983, Yannick Noah fait un grand match de tennis contre Wilander, qui était un Suédois. C'est là où il remporte, bien sûr, son grand titre pour la France. Il est français. Mais Mitterrand décide de venir avec lui au Cameroun. D'ailleurs, c'était, selon les mémoires de l'épouse d'Ahidjo, Germaine, ce match-là, Ahidjo, qui dormait, avait dit de le réveiller, qu'il devrait absolument voir ça. Mitterrand va donc arriver au Cameroun avec Yannick Noah. Nous sommes le 18 janvier 1983. Et en ce temps, il est aussi venu avec des services secrets. Ahidjo est mis au courant. Et aussi, Paul Biya avait déjà un plan de se débarrasser de la garde présidentielle parce que c'était des nordistes. Comment pouvait-il faire? C'est ainsi que certains vont se dire, mais patron, nous on ne comprend plus, ce monsieur veut pratiquement finir avec nous. Ahidjo fait une erreur, il convoque une réunion au lac, là où il résidait, il demande à tous les ressortissants nordistes qui ont été nommés par Biya de démissionner. Ils vont refuser. Mais entre-temps, il y aura des mouvements au niveau de l'armée. C'est-à-dire que ceux des Bolova vont, l'armée, les contingents vont venir presque à la porte de Mbalmayo. D'autres vont quitter de Bafoussam pour venir jusqu'à la porte de Bafia. Bref, ce jour-là, il pouvait déjà avoir un coup d'État. Il devait avoir des affrontements entre les sudistes et les nordistes à cause de Paul Biya et aussi à cause d'Amadou Ahidjo qui commençait déjà à regretter qu'il ait donné le pouvoir à quelqu'un qui finalement est en train de l'humilier, de le mépriser. Mais Mitterrand va utiliser le contre-espionnage pour tout détruire. Il va d'ailleurs rencontrer Amadou Ahidjo en présence de Biya pour dire, allez, déposez les armes. Mitterrand va partir. Et d'ailleurs, c'est là où Mitterrand va commencer à livrer des armes à Paul Biya pour asseoir son pouvoir. Et même la victoire qu'on dit le Cameroun contre le Nigeria, c'est François Mitterrand parce que le Nigeria voulait prendre Bakassi. Mais lorsqu'ils ont vu que l'armée française était prête à intervenir, parce que Mitterrand voulait que le pétrole du Cameroun ne revienne qu'à la France, eh bien c'est pour ça que le Nigeria a eu à accepter d'aller plutôt sur le plan diplomatique, sur le plan judiciaire, et c'est là où Paul Biya, toujours avec l'aide de la France, va parvenir à calmer les ardeurs de la France.
du Nigeria. Maurice Kamto et autres vont intervenir un peu plus tard. Une chose est donc sûre, et c'est que Ahidjo s'est senti mise en minorité. Surtout que Biya avait encore eu à réussir à diviser le Nord. L'extrême Nord à tel ou tel endroit, était l'autre vers l'autre côté. Et le seul pilier qui restait pour Amadou Ahidjo, c'était Bello Bouba Maïgari. Le 22 août 1983, eh bien, Paul Biya chasse Bello Bouba Maïgari. Et il va le remplacer par quelqu'un de l'extrême nord qui est catholique, Ayang Luc. Le Grand Nord est donc divisé. Divisé pour mieux régner, ça n'a été que ça la politique de Paul Biya. Ahidjo, c'était interdit le tribalisme. Il disait qu'il faut un socle national. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est parti de l'État fédéral pour créer la République unie du Cameroun. C'est Ahidjo qui crée la République unie du Cameroun en 1912. C'est Biya qui va revenir toujours dans le but de diviser pour créer la République du Cameroun qui finalement aujourd'hui va nous montrer ce que c'est devenu un Cameroun balkanisé, un Cameroun en guerre, un Cameroun où on va vous parler des halogènes contre les autochtones, contre ceci et cela. Au temps d'Ahidjo, il n'y avait pas ça. Donc, Biya a d'abord divisé le Grand Nord parce que les Kirdi et les autres se sont dit, ah tiens, Ahidjo était Peul. Ils nous ont un peu soumis. Ils n'ont pas, nous on n'a pas profité. Maintenant qu'il y a un sudiste qui est là, certainement, il va nous donner de bons postes, il va certainement nous protéger. Est-ce que les nordistes en ont profité? Malheureusement, il n'a fait que les exploiter. Le coup d'État n'a été que ce qu'on peut dire, l'inévitable, le 6 avril 1984, lorsque, bien évidemment, un mouvement qu'on appelle JOS va décider d'entreprendre un coup d'État. Bien évidemment, il y aura un véritable carnage, puisque les troupes conduites par le colonel Saleh seront totalement prises à la gorge et il y aura au moins 500 morts. Beaucoup de nordistes ont été exécutés, puisque le soi-disant procès qui a été fait, il n'y avait ni avocat et c'était expéditif. Les nordistes qui étaient au palais ont été enterrés, après avoir été exécutés, ont été enterrés dans la broussard d'un Balmayo et d'un Fou. Ahidjo ne pouvait plus qu'être en exil parce que Biya l'accusait directement d'être l'auteur du coup d'État. Paul Biya s'est donc installé. Lui qui a été uniquement cuisiné par la France. Paul Biya n'avait pas de parti politique. Et Amadou Ahidjo pourrait toujours dire que ça a été le plus grand échec de sa vie. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir? Que le Cameroun n'a pas réussi à décoller. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut se dire? Que Paul Biya n'a fait qu'entraîner le Cameroun dans le satanisme. En janvier 1984, justement, nous étions le 14 janvier, Paul Biya organise une élection présidentielle anticipée. Il va la gagner à 100%. Les méthodes n'ont pas changé. Il a récupéré le parti d'Amadou Ahidjo. Et aujourd'hui, les gens sont en train de dire Paul Biya, il est le RDPC, le grand parti du grand ceci et cela, le parti d'autrui. Vous voyez donc que ce monsieur a tout volé dans sa vie. Et c'est pour ça qu'il disait que je suis le meilleur élève de la France. Les gens disent aujourd'hui que c'est un panafricaniste.
La bourse que tu as eue, les études, ont été financées par le docteur Lupolo Joula. Tu es venu au pouvoir grâce à Mitterrand et bien évidemment aussi grâce au réseau des Guipen, grâce au réseau de ce qu'on peut appeler le mot bon passant et de ce qu'on peut également considérer comme la vente, la solderie, la braderie de notre pays. Paul Biya n'est pas venu pour servir le Cameroun. Il est venu pour uniquement servir les intérêts français. Et c'est pour cela qu'il a été protégé jusqu'à aujourd'hui. Mais quand on voit, finalement, le bilan, je vous en ai décrit, c'est totalement ahurissant. Les seules valeurs que le Cameroun avait, le respect, la dignité, on n'en a plus. Non seulement on a installé ce qu'on appelle le réseau magico-anal, comme le décrivait Charles Ateba-Yéné. Paul lui est arrivé, allez, tu veux être ministre, tu veux être ceci, boum, on te bombarde derrière. Paul Biya est arrivé dans un pays où il était interdit de voler. Aujourd'hui, ce sont des milliards qu'on dilapide. Le Cameroun est devenu 3 fois champion du monde de la corruption. Il va créer l'opération Épervier. Le Cameroun était un pays où on respectait le sacré. Comment se peut-il qu'un fils de catéchiste transforme le Cameroun en Sodome et Gomorrhe, en une ville hantée? Vous vous rendez compte? Combien d'évêques ont été tués? Combien de prêtres ont été tués? Combien de religieuses ont été violées, comme les 3 sœurs à Djoum? L'un des derniers exemples, c'est quand même Monseigneur Bala. On vous dit que Paul Biya était au séminaire. Mais c'est qui, à l'époque, ces missionnaires, c'était uniquement des eaux. Et c'est eux qui ont détruit ce pays-là aujourd'hui, où ce n'est plus la valeur intrinsèque qui compte. Il faut être dans le réseau. Il faut être dans une loge ou ceci et cela. Mais attendez, même ici en France quand même, je vois les francs-maçons qui ont construit la France. Je vois des francs-maçons qui ont construit ailleurs. Quelle est cette qualité de francs-maçons, de rosicruciens qu'on trouve au Cameroun, que tantôt ils vont faire les ceci et cela. Paul Biya, tout le monde l'a vu. Un président de la République, il va entrer sous le vouri. Magie noire, syncrétisme, magie blanche, mais il a tout mélangé. Il va à Bamenda et tout et tout. Après, vous entendez qu'on mange des enfants et bébés. On boit du sang au palais des Toudi. Et après, on va sacrifier des gens à la Sanaga. Et les Camerounais, quand ils boivent cette eau-là, ils ne peuvent plus se révolter. Et avant chaque émission, on fait venir un grand gourou qui vient faire des messes noires. Avant, c'était Belinga et Boutou. Aujourd'hui, vous avez, ils viennent de tous les pays du monde entier. D'ailleurs, le seul endroit où Mobutu a eu à être à l'aise, et d'ailleurs à être présent lors de l'enterrement de la femme de Paul Biya, Jeanne Irène, qui a été exécutée. Il n'y avait qu'un seul chef d'État qui a été sacrifié. C'était Mobutu. Cette femme a été sacrifiée. Sacrifiée pour le pouvoir. Le peuple camerounais, la jeunesse camerounaise l'est. On a été sacrifié par Biya. Vous avez été sacrifié par Biya. Vous avez été vendu par Biya. Vous êtes dans le famla, le con, l'ombati, la sorcellerie. On a traficoté vos vies. Regardez comment est notre pays. À part la bière, l'alcool, à part la pornographie, les filles qui marchent, qu'est-ce qui marche dans notre pays? Ce pays qui est plongé dans le noir, comme dans les ténèbres, comme dans l'enfer. 41 ans, vous n'avez pas à
montrer ce que cet homme-là a fait. Aucune de ses œuvres n'est achevée, comme son stade. Vous avez vu au monde un stade qui n'est même pas inauguré et où il y a déjà du sang. Vous avez vu quel pays au monde où les gens meurent tant sur des routes, des suites d'accidents. Vous dites que ce sont les chauffeurs qui sont inconscients. Mais avant, les mêmes Camerounais étaient là avec Amadou Ahidjo. Le Cameroun n'avait jamais eu autant de sang. Depuis, qui a créé la guerre dans les régions anglophones? N'est-ce pas Sébiya qui est parti créer cette guerre? N'est-ce pas lui qui a mis les anglophones en minorité, alors que Amadou Ahidjo respectait l'équilibre régional? Paul Biya est venu. Non seulement le palais se retrouve uniquement avec son ethnie, mais le pire, c'est que les anglophones savaient qu'on pouvait partager le pouvoir. Mais il a préféré opposer les anglophones aux francophones. Toujours la même politique. Diviser pour mieux régner. En politique, il y a des cas où on ne peut s'en sortir que par des fautes. C'est encore Napoléon Bonaparte qui le disait. Peut-être Amadou Ahidjo a commis cette faute, mais aurait-il été prophète? S'il aurait remis cela à un nordiste, on aurait traité de tous les noms d'oiseaux, de tribalistes et de tout ça. Mais il a remis cela à un sudiste. Mais il y avait un socle où, au moins, les anglophones avaient espoir qu'ils étaient prêts à gouverner, qu'ils étaient prêts à prendre le relais. La preuve, c'est que lorsque Paul Biya arrive au pouvoir, il ne va plus respecter l'équilibre qui voulait que le président de la République soit peut-être francophone et que le président de l'Assemblée nationale soit anglophone. Quand il arrive, il va chasser un anglophone. Fonkacha Lawrence. C'est là où il nomme Kabaye Yege Djibril. Kabaye Yege Djibril, c'est le mouton noir du Grand Nord qui vient fermer les yeux aux autres comme si Paul Biya les aimait. Regardez tout ce qu'il a donc entrepris pour que ce Grand Nord, au moins, ne puisse pas se développer. Le Grand Nord se disait que certainement il pourrait encore reprendre le pouvoir. Mais le seul homme que Paul Biya a trouvé, c'est l'homme le plus égoïste, c'est l'homme le plus idiot, vieillot, qui souffre de sénilité. Kabaye Yege Djibril. Kabaye Yege Djibril n'a rien à voir avec les hautes personnalités que le Cameroun a souvent vues. Et Biya a maintenu ce peuple dans la plus grande misère absolue, avec des promesses fallacieuses. Regardez l'état de route. Et puis surtout, n'oubliez pas, l'un de ses plus grands projets, il avait parlé du barrage hydroélectrique de Biniwarak, de 75 mégawatts. Qu'est-ce qui manquait? Il a pris de l'argent partout. En 2019, le projet s'était arrêté. Les gens souffrent non seulement
du fait qu'ils n'ont pas les infrastructures, mais surtout, ils sont dans l'obscurité, plongés dans les inondations, encerclés par Boko Haram. Parlant des inondations, c'est toujours le Grand Nord où Paul Biya va toujours prendre ses suffrages. Comme d'ailleurs en 2018, vous avez pu voir que ce n'est que là-bas qu'il est parti. Ce Grand Nord-là, en 2012, avait déjà eu des promesses. Parce qu'il y avait eu une véritable catastrophe avec des inondations, des maisons ou de l'eau, des enfants morts, des ménages. Qu'est-ce que Biya avait dit? Biya avait dit qu'il allait construire la digue route Kousseri, au Logo-Nechari. Il avait dit que c'est en 2017. En 2012. Parce qu'il y avait eu ces inondations. 12 morts, selon le régime. Hein. Près de 6500 personnes, familles, qui avaient été touchées. Sans oublier ceux qui étaient sans abri. 27 000 personnes. Aujourd'hui, où est cette digue? Il avait dit qu'il allait y mettre 1000 milliards. Est-ce que Kavaye Yege Djibril réfléchit même sur ça? Non. Il est là pour faire déjà la promotion de Paul Biya. Paul Biya a exploité chaque ethnie au Cameroun, chaque tribu, en prenant juste des oiseaux. Il ne prend pas quelqu'un qui est intelligent. Il prend le dernier des oiseaux et t'élève. Et après, tu piétines les autres. Aujourd'hui, c'est les mêmes gens qui sont en train de dire que Paul Biya doit être candidat à l'élection présidentielle de 2025. Il aura alors 92 ans. Encore que c'est un faux âge, parce que ce n'est pas le vrai âge de Paul Biya. Il n'y a aucun centre d'état civil en Bomaka en 1933. Il n'y a aucun. Comment on peut nous dire que Paul Biya est né seulement le 13 ou quoi là, 1900? C'est quelle histoire ça? Même à Yaoundé, les gens étaient nés vers 1000, c'est cela. Tout ça, c'est un faux grossier. Voilà un type qui ne peut pas comprendre qu'on lui a remis le pouvoir. Il avait 49 ans. Celui qui lui a remis ça avait 58 ans. Comment on peut être méchant à un tel niveau? Il veut laisser une guerre. Et ces guerres-là sont préparées par des gens comme les cavaliers de Djibril, qui n'ont jamais voulu quitter. Vous vous rendez compte, il est malade. Mais il préfère refuser d'aller se soigner. On vous a dit dernièrement qu'il a fait une crise, il était en train de causer avec des gens, après il commence à parler avec les démons, il commence après, on a dit Dieu. Il était déjà dans les étoiles. Et c'est lui qui est là. Les anglophones ont été dupés. Puisqu'ils ont été écartés. Maintenant, les nordistes, eux-mêmes, ce n'est pas Cavaillé. Puisque Paul Biya, encore en 2013, boum, il jongle, il crée le Sénat. Et il prend qui? Un autre vieux Bamileke, Nyat Jifendi. Cavaillé dit, mais non, je dois rester toujours la deuxième personnalité. Paul Biya lui dit, tu restes là. Cavaillé Yégué voulait devenir président du Sénat. Il dit à Nyat, tu ne parviens plus à marcher.
c'est toi qui deviens président du Sénat. C'est-à-dire que c'est toi qui es mon successeur. C'est-à-dire que le successeur, lui-même ne connaît plus trop bien son nom. Il ne sait même plus même. C'est-à-dire qu'on lui met, quand on lui met seulement la sauce jaune dans la bouche. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi ça? C'est le macabo? C'est dur. La sauce jaune est dure. Yann Difendi dit que la sauce jaune est dure dans sa bouche. Et on vous dit que c'est le successeur de Paul Biya. Parce que c'est la même chose qu'il est parti faire à l'Ouest. Il a pris quelques individus pour trahir la région de l'Ouest, ou plutôt ce qui était encore la province. Première des choses, il a récupéré Nganso. Il a fait de lui un général, un autre sorcier. Tous les gars que le gars a nommés, c'était des bouffeurs, des mangeurs de chair humaine, des cannibales, des gens qui faisaient des sacrifices et tout et tout. Tous les généraux que Paul Biya a créés, il fallait seulement être, soit pour enterrer les vierges, les ceci, les cela, pour aller faire des rituels magiques. Voilà donc que nous sommes actuellement avec l'Ouest. Et là-bas à l'Ouest, pourquoi est-ce qu'il met? Pourquoi est-ce qu'il conserve Niam Difendi? C'est parce qu'il voit justement que peut-être Kamto peut devenir très dangereux. Il avait utilisé déjà certains à l'Ouest pour qu'ils se disent qu'un Bamileke ne peut jamais venir au pouvoir. Les hommes politiques, les hommes, les grands commerçants, tous, ils sont derrière Paul Biya, Bamileke. Tous les grands commerçants Bamileke sont derrière Paul Biya. Les anglophones derrière Paul Biya. Vous avez vu Nkwete. Nkwete, le grand Malabar, avec son pantalon de Moriba et sa veste. Le gars là, il a toujours des vestes que moi je ne comprends pas. Même à mon Konotou, tu ne vois pas la qualité de veste là. Nkwete, c'est la veste de Dracula. Déjà même son visage ressemble à Dracula. Paul Biya l'envoie à l'Ouest pour faire la sorcellerie. Ah, Maurice Kamto ne peut pas. Oh, Maurice Kamto, oh, comme chute. Nkwete, c'est des habits. Il a sans caleçon. Un papa comme ça qui danse dans la sorcellerie. Avec le nom de Kamto. C'est de la même façon qu'il a pris. Les gens comme les moments. Regardez le grand fou là. Qui peut aujourd'hui dire que Biya va laisser un Cameroun en paix? Toutes les familles ont été divisées. Et d'ailleurs, sa façon de nommer, c'est quoi? Il t'enlève, il prend ton cousin. L'Ouest, donc, on a déjà envoyé un côté. Il va au nord-ouest pour faire la campagne. Et il bifurque à tel ou tel endroit. Et pour parachever, parce qu'il a commencé le 3 septembre à Yaoundé, pour parachever cela, quand Maurice Kamto va aller à tel ou tel endroit, même au sud, on défend. Mais Nkwete, lui, va partout, au Cameroun, au nom de Paul Biya. Pour le RDPC, le parti créé par Paul Biya, c'est quelle escroquerie ça? Le RDPC est un parti volé. Même créer un parti a dépassé Paul Biya. Mais attendez, je crois que Cabral Libi est mieux. Parce que Cabral Libi lui aussi n'a pas de parti. Paul Biya n'a pas de parti. C'est le parti d'Amadou Adidjo. Donc voilà quelqu'un qui nous dirige, qui est incapable de créer son propre parti en tant que chef d'État, qui est incapable d'organiser un congrès. Est-ce que vous savez que le congrès du RDPC n'a pas été organisé depuis 9 ans? 9 ans. 9 ans. Vous avez vu quelle qualité de congrès là? Quelle qualité de parti là? Voilà Kamto qui va organiser le congrès du MRC en décembre. Il remet son titre en jeu. Mais vous dites que Paul Biya c'est un démocrate. Oh, vous accusez les autres et tout et tout et tout et tout. Mais pourquoi Paul Biya n'a jamais été en concurrence avec quelqu'un d'autre dans son propre parti alors, puisque c'est son parti qu'on voit aussi? Pourquoi il n'y a pas d'autres candidats
pour le RDPC, pourquoi il n'y a pas d'autres candidats qui puissent être aussi à la présidence de la République? Vous faites seulement la sorcellerie. Vous voulez tout simplement pousser ce pays à l'incendie. Mais n'oubliez pas, le RDPC va finir comme le PDG d'Ali Bongo. Ali Bongo était, bien évidemment, dans toutes ces machins-là, les sanctuaires maléfiques et magiques. Il était même président de quoi là? Ou quoi de la franc-maçonnerie de ceci? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez encore quelqu'un du PDG parler? Le RDPC va aussi tomber. De la même façon. De toutes les façons. Nous devons continuer à dire une chose au peuple camerounais. Regardez ce qui se passe ailleurs. Est-ce que notre pays évolue? Si vous vous rendez compte que notre pays évolue, parce que vous ne mangez plus, ou bien parce que vous attendez qu'on va vous donner un bon petit morceau de poisson, ou bien juste parce qu'on vous chante des cantiques tribalistes. Sachez que Paul Biya ne vous a jamais aimé. Il n'a jamais aimé le Cameroun. Ahidjo a aimé le Cameroun. Ahidjo a pu commettre des erreurs. Mais tout au moins, il ne nous a pas donné, laissé une lourde ardoise de douleur. Il n'a pas compromis l'avenir de nos enfants. Il n'a pas compromis et n'a pas vendu tout un pays. Amadou Ahidjo était respecté à travers le monde et surtout venait avec des investisseurs. Notre malheur aujourd'hui, c'est qu'on n'a que des voleurs. Parce que c'est Paul Biya qui a créé toutes ces lignes favorisant le vol. Avec en tête d'affiche son propre neveu, lui Paul Montazé. C'est un clan de voleurs. C'est un régime de voleurs. C'est un parti de voleurs. Le RDPC n'est fait que de pilleurs. Et le peuple camerounais doit savoir que s'il faut se débarrasser de cette malédiction qui nous suit, 2025, on ne doit pas accorder la moindre chance à ces élus de Belzébuth, à ces surgeons du néocolonialisme, de la France, à ces enfants de Lupolo Joula, de la France-Afrique, de la mafia. À ces promoteurs de nos malheurs, à ces buveurs de sang. 41 ans au pouvoir. Et en fin de compte, le néant. Paul Biya a échoué jusqu'à ses enfants. Aucun n'est digne de pouvoir porter la succession. Débarrassons-nous de notre malédiction, cette malédiction qui nous a été imposée. Aujourd'hui, nous avons nous-mêmes la possibilité, comme dans tous les autres pays, de nous libérer. Oui, depuis le 31 août, vous vous rendez compte? Le 31 octobre, le Cameroun est dans le noir. Vous connaissez ce que ça veut dire? Le 31, c'est la fête d'Halloween. C'est pour vous dire que nous sommes dirigés par un mort. Et il a choisi cette date historique et qui a des dimensions religieuses, sataniques, pour vous imposer le noir.
Pendant ce temps, ils allument des bougies noires. Parce que, généralement, ils anticipent toujours pour vous surprendre. Mais soyez prêts. Je vous ai dit, Paul Biya a anticipé l'élection présidentielle à 2 reprises. Ce qui est en train de se passer là, c'est comme s'il avait l'intention de vous surprendre, d'anticiper. Soyez prêts à tout moment. L'heure est grave. Paul Biya, 41 ans, ce n'est pas 41 jours. Il n'a jamais gagné une élection. Il ne s'est jamais battu pour notre nation comme les Oumniobé et autres. Mais il a eu le Cameroun cadeau. Mettons-le dehors.